Un millénaire auparavant, des explorateurs nordiques sont arrivés dans les régions sauvages de l'Amérique du Nord et ont ensuite disparu. Les récits conventionnels situent leur plus grande avancée dans un établissement côtier exposé à Terre-Neuve. Auparavant, aucune preuve ne reliait les Vikings à l'intérieur reculé du Minnesota. Cependant, de nouvelles découvertes, issues de matériel génétique ancien et de reliques inédites, remettent en question toutes nos hypothèses antérieures. Si ces découvertes s'avèrent exactes, notre compréhension complète de l'histoire ancienne de l'Amérique et des premiers navigateurs de ces voies navigables devra être révisée. Alors, jusqu'où les Vikings se sont-ils vraiment aventurés à l'intérieur des terres? Et quelles preuves sont passées inaperçues? Dans la partie la plus septentrionale de Terre-Neuve, les vestiges d'un établissement fournissent la seule preuve indéniable que des navigateurs nordiques ont débarqué en Amérique du Nord il y a plus d'un millénaire. Ce site, identifié comme l'Anse aux Meadows, est situé à l'extrême périphérie du continent, une zone exposée où l'océan Atlantique converge avec la masse terrestre. Des fouilles archéologiques ont commencé ici dans les années 1960, menées par un groupe comprenant le professeur Anders Hall. Ces recherches ont contribué à reconstituer l'existence quotidienne de ces premiers arrivants. Des couches de tourbe et de bois ont révélé les contours de 8 structures. Leur style architectural reflétait les grandes salles et les zones de travail trouvées au Groenland et en Islande. Au milieu des vestiges éparpillés, les fouilleurs ont mis au jour des épables en bronze à tête annelée, des fusailloles et des morceaux de clous en fer, des reliques de provenance nordique sans équivoque. L'indication de la métallurgie, en particulier du fer, était particulièrement remarquable. Dans l'une des structures annexes, une forge à bas fourneau et des tas de scories de fer ont démontré que les Nordiques ne se contentaient pas de réparer des navires, mais extrayaient également du fer, du minerai de fer, des tourbières indigènes. Ce n'était pas une arrivée accidentelle, il s'agissait plutôt d'une entreprise délibérée, équipée pour le travail du bois, l'entretien des navires et la fabrication d'outils. Néanmoins, malgré tous les objets laissés sur place, aucun site funéraire ni cimetière n'a été trouvé, et seulement quelques effets personnels. L'absence de sépulture implique que l'Anse aux Meadows n'a jamais été conçu comme un établissement durable. Au lieu de cela, il servait de campement temporaire, de poste avancé pour la collecte de ressources et la reconnaissance. Les améliorations modernes en matière de précision de datation ont apporté une nouvelle exactitude à la chronologie du site. En 2021, un groupe examinant les serles d'arbres dans des reliques en bois a détecté une nette augmentation attribuée à une éruption solaire colossale en 993 après Jésus-Christ. Cela leur a permis de dater précisément la présence nordique à l'Anse aux Meadows à l'année 1021, soit exactement 1000 ans auparavant. La chronologie de cet établissement s'aligne avec la plus large, ère Viking, qui s'étendit d'environ 750 à 1100 après Jésus-Christ, une époque caractérisée par l'expansion nordique à travers l'Atlantique Nord. Les Nordiques étaient des marins expérimentés. Ils dépendaient du soleil, des corps célestes et de leurs souvenirs des côtes pour traverser de vastes mers sans instruments de navigation. Leurs dracars, dotés de quilles peu profondes et de coques robustes, étaient capables de pénétrer dans les rivières et les criques peu profondes, ce qui les rendait adaptables aux voyages océaniques et intérieurs. Les sagas du Vinland, composées plusieurs siècles plus tard, décrivent un territoire abondant en bois, en vignes sauvages et en gibier, des provisions rares dans leur patrie. Ces écrits suggèrent des expéditions s'étendant au-delà d'un simple campement côtier, présentant des récits de rivières naviguées et de forêts exploitées. Néanmoins, le seul site reposant sur des preuves archéologiques solides reste l'Anse aux Meadows, cet avant-poste niché entre la mer et les bois. Bien que cela établisse la limite connue de l'exploration nordique en Amérique du Nord, cela laisse ouverte la question de savoir si les Vikings auraient pu atteindre Terre-Neuve par bateau et établir un camp opérationnel. Qu'est-ce qui aurait pu les empêcher de s'aventurer plus loin à l'intérieur des terres en suivant les rivières et les forêts qui s'étendent vers l'intérieur du continent? Le bois, les fourrures. Et les marchandises commerciales ont attiré les explorateurs nordiques de plus en plus loin de la côte atlantique. Les colons du Groenland ont rencontré un paysage dépourvu de grands arbres et de gibier, les obligeant à chercher vers l'ouest ce que leur patrie ne pouvait pas leur fournir. Les sagas mentionnent des forêts si denses que leurs haches résonnaient pendant des jours, et des rivières serpentant profondément dans des territoires inexplorés. Un monde d'opportunités pour ceux qui étaient prêts à risquer le voyage. La conception du drakkar viking a fait de cette exploration une réalité tangible, pas seulement une fantaisie. Avec un tirant d'eau de moins d'1 mètre, ces navires pouvaient remonter des rivières peu profondes, longer des berges sinueuses et traverser des lacs qui auraient échoué des navires à tirant d'eau plus importants. Les équipages étaient experts dans l'art du portage, faisant rouler les bateaux sur des rondins ou les tirant à la main à travers des passages étroits.
Ce n'était pas une improvisation désespérée, mais une pratique standard affinée au cours de siècles de voyages le long des fleuves de Russie et d'Europe de l'Est. Les commerçants et guerriers nordiques, connus sous le nom de vareg, avaient déjà démontré qu'un navire à faible tirant d'eau pouvait voyager de la Baltique à la mer Noire en passant par des portages et des rapides. Sur des milliers de kilomètres, la géographie présentait plus d'un corridor potentiel vers l'intérieur du continent. Le plus direct commençait à la baie d'Hudson, où une saison favorable pouvait ouvrir la côte prise par les glaces. De là, la rivière Nelson coule vers le sud jusqu'au lac Winnipeg, un carrefour naturel. La rivière Rouge poursuit le voyage, serpentant vers la frontière du Minnesota et le bassin versant du Mississippi. Chaque segment était bien à la portée des capacités techniques des marins nordiques. Plus tard, les voyageurs français utiliseraient des routes presque identiques, dans des canoës d'écorce de bouleau, suivant des sentiers cartographiés et entretenus par les nations autochtones depuis des générations. Un chemin alternatif menait le long du fleuve Saint-Laurent à travers les Grands Lacs et jusqu'au lac supérieur. Des portages reliaient ces mers intérieures à des rivières qui se jetaient au sud et à l'ouest, offrant un accès à presque tous les recoins du Haut-Midwest. Le terrain local n'était pas un obstacle, mais une série de tremplins, chaque rivière et lac étant un haillon de la chaîne. Avec le bon timing et les bonnes connaissances, un équipage pouvait voyager de l'Atlantique au cœur de l'Amérique du Nord, sans jamais perdre de vue l'eau. La praticité d'un tel voyage n'est pas seulement une question de conception de navire ou de navigation, elle est inhérente à la logique même de l'exploration nordique. Chercher ce qui est rare chez soi, s'enfoncer dans les terres pour la sécurité, et suivre les rivières partout où elles mènent. La question n'est pas de savoir si c'était possible, mais si les indices laissés peuvent révéler si cela s'est réellement produit. En 1898, une dalle de pierre grise est apparue des racines d'un peuplier dans une ferme de l'ouest du Minnesota, sa surface gravée de runes. Cet alphabet, autrefois utilisé par les Scandinaves, ainsi que la date de 1362, a été trouvé sur ce qui est devenu la pierre runique de Kensington, qui relatait les voyages d'explorateurs nordiques profondément à l'intérieur des terres. Ils ont découvert 10 membres de leur groupe décédés et leur destin inconnu. Les inscriptions et les emblèmes de la pierre ont suscité des décennies de controverses. Des experts en linguistique ont identifié des formes runiques et des choix de vocabulaire qui semblaient anachroniques pour le XIVe siècle, tandis que les partisans ont souligné le développement de l'écriture runique et l'absence d'empreintes d'outils contemporains. La découverte de la pierre runique près d'un passage fluvial crédible n'a fait qu'intensifier l'énigme. Divers autres artefacts sont apparus dans tout le Haut-Midwest, suscitant des conjectures. Des récits de haches de style nordique et d'outils en fer proviennent de champs et de berges de rivières. Au Minnesota et au Wisconsin, bien que la majorité manque de preuves suffisantes pour distinguer les artefacts médiévaux des articles commerciaux européens ultérieurs. Un denier d'argent norvégien du XIe siècle, frappé sous le règne du roi Olaf Kyrre, a été découvert sur un site autochtone dans le Maine en 1957. La trajectoire de la pièce reste un mystère. Son arrivée a pu se faire par les routes commerciales autochtones, circulant pendant de nombreuses générations avant de reposer dans la terre aux côtés de ses autres reliques. Les communautés autochtones racontent des histoires d'individus inconnus arrivant par la mer bien avant les Français ou les Anglais. Certains récits mentionnent des invités à la peau claire possédant des outils inconnus. Leurs embarcations se déplaçaient silencieusement le long des voies navigables. Ces souvenirs intergénérationnels n'identifient pas les arrivants, mais leur présence persiste dans l'environnement. Comme nous le rappellent les anciens des nations Dakota et Ojibwe, tous les récits historiques ne sont pas inscrits dans la pierre ou à l'encre. Certains sont préservés par la tradition orale, attendant le moment opportun pour être racontés. Loin des berges du Minnesota, dans un laboratoire universitaire, le docteur Goodman examine une fiole remplie de sédiments extraite d'un lac de bras mort longtemps négligé. Cet échantillon, assombri par des limons anciens, contient des fragments d'ADN, preuves d'humains, d'animaux et de végétation, accumulés sur des centaines d'années, analysés par séquençage métagénomique. Son groupe de recherche cherche des signatures génétiques capables de réimaginer le récit du cœur de l'Amérique. Parmi des millions de séquences, il détecte quelques indicateurs. Ce sont des haplotypes scandinaves peu fréquents, rares mais discernables, profondément enfouis dans des couches géologiques correspondant à la période chaude médiévale, s'étendant de 950 à 1250 de notre ère. Les indications sont subtiles, presque oblitérées par des siècles de métissage génétique et l'existence prédominante de lignées génétiques autochtones. Les découvertes du docteur Goodman ne constituent pas une déclaration définitive, mais elles posent une question. Ces vestiges signifient-ils une présence nordique éphémère ou sont-ils les traces d'une migration européenne ultérieure à travers le continent? Au-delà du laboratoire, les données climatiques dépeignent un monde en mutation.
La dendrochronologie et les carottes de glace révèlent un réchauffement de l'Atlantique Nord, caractérisé par une diminution de la glace de mer et des saisons estivales prolongées. Tout au long de cette période, les passages du Groenland à la baie d'Hudson sont devenus plus fréquemment accessibles. Les rivières avaient des niveaux d'eau plus élevés et les portages terrestres sont devenus moins périlleux. Le terrain lui-même était plus accessible aux voyageurs qu'à toute autre période, que ce soit avant ou depuis. Bien que le climat ne garantisse pas l'arrivée, il a éliminé l'un des obstacles les plus importants pour l'exploration intérieure. Néanmoins, les données probantes restent insaisissables. Les universitaires avertissent que de si faibles indicateurs génétiques peuvent être masqués par une contamination moderne ou un mélange génétique ultérieur. Le groupe de recherche du Dr Goodman vérifie méticuleusement chaque étape, réexécute les expériences de contrôle et compare leurs découvertes, avec des sites situés chronologiquement plus tôt et plus tard. Le résultat est captivant, mais manque de finalité. Le seuil pour réviser les récits historiques reste strict. Une sépulture viking, un campement intact ou une relique précisément datable associée à du matériel génétique scandinave indéniable. Pour l'instant, ce récit s'arrête au seuil de la preuve, suspendu entre la potentialité et l'incertitude, en attendant la prochaine découverte qui fera basculer l'équilibre. Actuellement, les indications de la présence d'explorateurs nordiques au Minnesota sont convaincantes, mais non confirmées. À mesure que les avancées se produisent dans la technologie génétique et la recherche universitaire autochtone, la distinction entre mythes et données vérifiables devient moins définie. L'histoire n'est pas statique, elle est révisée à chaque nouvelle découverte. La prochaine découverte majeure a le potentiel de tout transformer. Quels récits les preuves à venir révéleront-elles ?